différents cas de figure très connus. Hein. Il fait référence à Laurent Louis, qui est un ancien agent d'extrême droite, qui a effectivement une grosse affaire de crypto-monnaie sur le dos. Mais pas seulement, il y en a d'autres, je ne vais pas donner les noms parce qu'on ne va pas faire de règlement de compte ici. C'est l'histoire de crypto-monnaies qui sont, encore une fois, je vais traduire quand même pour que les gens comprennent ce qu'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique sur la base de laquelle les gens ont une confiance excessive à mon sens. C'est-à-dire que moi, je ne rentrerai pas dans la crypto parce que je sais que c'est dangereux, parce que c'est très volatile, très spéculatif, mais surtout, il n'y a pas ce qu'on appelle, comme les États hauts, des sous-jacents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-jacent monétaire. C'est quoi un sous-jacent? C'est le support sur lequel la monnaie repose. En substance, une monnaie ne vaut que parce qu'il y a sa correspondance en banque centrale, en or, en diamant, on parlait tout à l'heure des diamants d'Anvers, effectivement, mais pas seulement, en devises, en matières premières. Bref, cette monnaie repose sur de la richesse réelle. Or, la crypto-monnaie ne repose que sur une seule chose, sur le fait que les gens sont prêts à la payer, donc avec n'importe quelle devise d'ailleurs, au prix du marché. Et le prix du marché, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a un principe de l'offre et de la demande. Les crypto-monnaies, je crois, le Bitcoin est limité à 22 000, je crois, tokens, je ne sais pas quoi. Il y a tout un tas de technologies qui ont été mises en place pour verrouiller cette monnaie. Et la seule chose qui donne une valeur dont on pourrait dire qu'elle est réelle, c'est de dire qu'on ne peut pas falsifier une crypto et qu'elle a un numéro unique d'enregistrement. C'est vrai que le principe du codage est un principe de sécurisation extrême qui a été mis en place, mais la volatilité qu'on observait tellement délirante de 0,01 centime, on avait passé à plus de 50 000, 60 000 dollars par unité de compte, laisse à penser. Et il se trouve que quand on rentre aujourd'hui dans la crypto-monnaie, quasiment 13 ans après son invention, 14 ans, on rentre très tard dans le bateau et on prend des risques. Parce que quand vous rentrez dans une structure qui a déjà beaucoup été utilisée, très spéculative, vous vous exposez à une contre-performance du marché, c'est-à-dire vous vous exposez au fait que la crypto s'effondre. Alors effectivement, M. Todera, lorsqu'il c'est un ballon d'essai, il dit on va tenter le coup. On va faire peut-être en sorte que pour se débarrasser du CFA, pour se débarrasser peut-être du dollar américain, pour se débarrasser de monnaie étrangère, eh bien on a une monnaie qui soit plus ou moins nationale, ou moins une monnaie qui ne soit pas tenue par un État, même s'il y a encore beaucoup de choses à redire sur qui possède la crypto. Mais une chose est certaine, c'est que des pays comme la Chine ont interdit la crypto-monnaie. C'est interdit au Maroc, en Algérie. Il y a beaucoup de pays refusent de rentrer dans ce cercle parce que c'est un cercle spéculatif qui, si jamais il y a un retournement de tendance, va coûter non pas beaucoup d'argent à un pays, mais va ruiner un pays. Et la dernière fois qu'on a vu une spéculation extrême conduire à la ruine d'un pays, c'était en 29 aux États-Unis, avec des spéculations de marché, avec des vrais produits qui étaient vendus en bourse, avec de véritables titres de propriété qui du jour au lendemain n'allaient plus rien. Et là, c'était une spéculation sur les choses qui existaient. La crypto-monnaie se basant sur rien, le risque est extrêmement important. Après, en termes politiques, le geste est fort. Il dit quoi? Il dit j'ai pu me débarrasser de la France sur le plan militaire, c'est vrai. Maintenant, je me débarrasse de la France sur le plan économique en réutilisant une monnaie qui m'appartiendrait. Ça, c'est un geste intéressant, mais c'est un geste qui doit être très mesuré. Et moi, je répète à nouveau, si ce message lui passe, tant mieux. Pourquoi n'inventerait-il pas, puisqu'ils sont très riches, effectivement, de diamants et d'autres ressources, une crypto-monnaie dont le sous-jacent serait sa ressource minière? Pourquoi ne créerait-il pas une crypto-monnaie nationale comme les Chinois envisagent de le faire? Je pense que là, il aurait récupéré sa légitimité, sachant que les Africains, alors la question de la circulation de l'argent en Afrique ne se pose pas, puisque les Africains, en règle générale, subsahariens surtout, sont très avancés dans le secteur bancaire. Ils travaillent beaucoup avec les paiements dématérialisés, ils ont développé ça à fond au Cameroun d'ailleurs, chez vous. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc j'invite vraiment à réfléchir au fait qu'il pourrait peut-être être intéressant de faire une crypto-monnaie nationale ou africaine, pourquoi pas, mais qui serait tenue par des États et qui garantirait quand même une certaine stabilité et pas une spéculation extrême. Gamal Abina, eh bien, voilà donc, je considère cela comme des problématiques qui auront réponse dans quelques instants, puisque nous accueillons sur ce plateau Jules Ndiaoui, leader du mouvement soutenant Touadéra en République centrafricaine. C'est le plus camerounais d'ailleurs, le plus centrafricain de tous les Camerounais. Jules Ndiaoui, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir aux téléspectateurs de votre chaîne Foyou TV. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde aujourd'hui. Bonsoir aux cryptomanes. Voilà, voilà. Merci Jules Ndiaoui. Alors avant de vous passer la parole, je voudrais prendre cet extrait, un court extrait que nous sommes allés prendre chez nos confrères de BFM, parlant justement des crypto-monnaies avec la complicité de Séverin Chouban à la réalisation. On va suivre ça et on revient vers vous.
Le fils de Christine Lagarde, lui, a investi en crypto. Alors ça, c'est incroyable. Elle explique dans cette interview que ça ne vaut rien, mais son fils, bon, bah, voilà, c'est son fils, c'est pas elle. Hein, mais bon, voilà, l'ironie de l'histoire, c'est que son fils, lui, a choisi d'investir. Comment on le sait, ça, d'ailleurs, Grégory? Elle a été interrogée vraisemblablement là-dessus dans une interview dans la presse financière, dans Politico, il me semble. Donc oui, c'est assez drôle. Après, on ne sait pas combien il a et tout. Mais ça montre une chose. Ça montre déjà que nul n'est prophète en son pays. Et aussi que, en fait, les jeunes, les tranches d'âge voilà, assez jeunes, sont intéressés par les cryptos. En France, là, selon le dernier rapport de l'ADAN et de KPMG, 12% des Français, donc de moins de 35 ans, ont des cryptos, ou en tout cas ont touché aux cryptos. Donc ça veut dire quelque chose. Et je pense qu'à terme, il va y avoir de plus en plus de gens, et donc de plus en plus de jeunes qui vont utiliser les cryptos, c'est un fait. Oui, et les jeunes d'aujourd'hui sont la clientèle patrimoniale de demain aussi. Hein. C'est pour ça qu'on voit aussi des conseillers en gestion de patrimoine de plus en plus s'y intéresser, parce qu'ils savent que dans quelques années, ces jeunes-là vont venir avec leur patrimoine crypto et qu'il faudra savoir leur apporter des réponses. Voilà, c'était donc un court extrait de nos confrères de BFM. Alors là-bas, il y a des émissions consacrées à la crypto-monnaie. Comme pour dire Jules Diaoué qu'en France, ça avance la question de la crypto-monnaie et pourquoi c'est assez difficile du côté du continent africain et surtout de la RCA. Alors tout à l'heure, Gamal Abina, dans son exposé, rappelait que l'idéal serait qu'on mette une crypto-monnaie à l'échelle nationale, une crypto-monnaie nationale ou même régionale pour limiter les dégâts. Et donc, ça nous ramène à parler de SangoCoin, ce projet déjà qui est en train de voir le jour du côté de la RCA. Jules Diaoué. Oui, Bachir. Depuis un mois, l'actualité internationale est faite de la loi qui a été votée à l'unanimité par les députés centrafricains sur la crypto-monnaie. Cette loi qui reconnaît, qui adopte le Bitcoin comme monnaie numérique de référence. Donc, il y a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup d'agitations, beaucoup d'accusations infondées à ce sujet. Mais toujours est-il que vous constatez que le professeur président Faustin Archange Touadéra poursuit son projet et poursuit l'élan qu'il a engagé, qu'il a lancé. C'est un élan de révolution économique. Et vous pouvez constater aujourd'hui que beaucoup de gens qui, il y a 3 semaines, 1 mois, ont fait une critique acerbe, ont eu des critiques acerbes vis-à-vis du président Touadéra, sont certainement dans le regret parce qu'ils réalisent maintenant qu'il s'était passé tout à gauche. Il est important de rappeler, Bachir, le SangoCoin est un produit comme tous les autres produits qui appartiennent à l'économie numérique, comme le Bitcoin, comme plusieurs autres produits, comme vous avez d'autres personnes qui ont lancé des produits adossés sur... Il y a du Nera. Voilà, il y a du Nera Coin. Bon, mais les gens ont vite fait de spéculer sans chercher, sans attendre de comprendre dans quelle direction allait le président professeur Faustin Archange Touadéra. Donc, nous n'avons pas un problème réel, hein, tel que les gens essaient de le faire entendre. Le président professeur a simplement anticipé sur les évolutions du temps. Vous savez que quand on est aux avant-gardes des choses, même si on n'a pas les moyens et qu'on a l'esprit avant-gardiste, on pense toujours du mieux pour son peuple. Et c'est parce que le professeur Faustin Archange Touadéra travaille jour et nuit, pense à une Centrafrique meilleure, qu'il a anticipé sur les questions de la crypto-monnaie, sur les questions des cryptos. Vous avez d'ailleurs vu, le débat sur la crypto est arrivé dans notre sphère sociale il y a à peu près 2-3 ans. Des outils de régulation en son temps, en leur temps, avaient décidé de se pencher, de s'y pencher, et 3 années après, rien n'a été fait. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme début de dégâts au niveau de tout ce qui est crypto, ce qui aujourd'hui, vous pouvez constater, jette un certain discrédit sur tout ce qui est crypto. Et donc, le président professeur Faustin Archange Touadéra a simplement anticipé, dans un premier temps, en mettant un cadre légal pour réguler
le fonctionnement de la crypto, parce que c'est incontournable, Bachir. Nous aurons affaire aux cryptos. Regardez en France, on vient de vous dire qu'aujourd'hui, 12% de la population française, des jeunes Français sont intéressés par les cryptos. Si le législateur, si le gouvernant, si l'État n'anticipe pas en essayant de réguler le système, en essayant de mettre sur pied des mécanismes qui puissent accompagner ces évolutions, bien évidemment qu'on va passer à la dérive. Vous voyez, la France donne le feu vert à Binance pour exécuter les crypto exchange. Vous voyez, alors ailleurs, il n'y a pas de polémique en France sur cette décision. Cette décision n'a aucune polémique. Alors nous, en Centrafrique, on a simplement pris une loi pour penser, pour réguler, et vous avez vu toutes les flèches que nous avons reçues. C'est ça le problème, Bachir. C'est du 2 poids 2 mesures. C'est cette politique que nous avons toujours contestée. Alors, comment vous expliquez dans ce cas la réaction à la fois de la BEAC qui met en garde et de la COBAC qui entend mettre les cryptos actifs sous surveillance? Je veux simplement dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ces organisations, ces outils de régulation ont manqué à leur mission première, à leur mission régalienne. Je vous dis bien qu'il y a 3 ans, 3, 4, 5 ans, lorsque les cryptos ont commencé à faire leur pénétration, leur arrivée dans notre espace économique, ces outils, en ce moment-là, auraient dû commencer à travailler sur le cadre législatif. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas simplement été à la hauteur d'anticiper sur les évolutions du temps. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent ces outils veulent faire un procès à un État, à un peuple. Et c'est ça, c'est ce qui est dommage. Il faut rappeler ici que c'est les États qui font les outils. Ce n'est pas les outils qui font les États. C'est très important. Le peuple centrafricain, à l'unanimité, par la voix de ses députés, a pris une décision de voter une loi. Et ces outils qu'on appelle la COBAC, il faut bien lire le communiqué. Le communiqué est clair et précis. Le communiqué s'adresse aux établissements de crédit financier. Est-ce que la RCA est un établissement de crédit financier? Je crois que non. Donc les gens doivent savoir la limite de leur pouvoir. La RCA n'est pas un établissement de crédit financier. D'autant plus que, et ça me pose un problème. Sans vouloir me lancer dans l'injure, mais je pense qu'ils n'ont simplement pas compris. Et quand on ne comprend pas, on cherche à comprendre, plutôt que de faire de l'idiotie. Permettez-moi l'expression, c'est de l'idiotie. On parle de crypto et tout de suite on prend une décision avec un parallélisme de forme. La COBAC, le secrétaire général de la COBAC, n'a pas signé ce communiqué. Et pourtant, c'est le secrétaire qui était en droit de signer ce communiqué. C'est le directeur, c'est le gouverneur de la BEAC qui va signer le communiqué. Il engage l'institution suprême de tous ces outils. Il engage au nom de quoi? Il est gouverneur, mais au-dessus des gouverneurs, il y a les chefs d'État. Mais il dit le faire à la demande des pays de la CEMAC. Ah ben justement, pour que ce soit fait à la demande des pays de la CEMAC, il faut que les chefs d'État de la CEMAC siègent. Il n'y a pas eu des assises entre le temps que la loi est sortie et la décision de la BEAC. Pourquoi courir? Pourquoi cette fuite en avant? Si cette BEAC, qui est la propriété de la Banque de France, et que cette Banque de France elle-même, vous venez de voir, met des outils pour réguler, vous comprenez donc qu'il y a un problème. Il y a un problème d'incompétence, il faut le dire. Nos outils, et il faut que les chefs d'État de la sous-région commencent à être regardants sur la qualité des hommes qu'on nomme à la tête des outils qui régissent le fonctionnement de notre sous-région. C'est dangereux ça. Je peux vous dire, et je suis formel dessus, un outil n'a pas droit de dominance sur un État. C'est les chefs d'État investis au suffrage universel qui se concertent entre eux et adoptent une politique commune. Lorsque un État membre, lorsque le peuple d'un État membre a pris sur lui de faire passer une loi à l'Assemblée nationale, il revient au chef de l'État, s'il doit répondre à une question, une interpellation de ses pairs, de répondre à ses pairs
et non à un directeur de la BAC piloté depuis Paris. Il faut faire attention. La notion de souveraineté doit reprendre le dessus. La notion de souveraineté doit reprendre le dessus et la notion de respect. Je refuse qu'un fonctionnaire sous-régional, fût-il tchadien, de nationalité tchadienne, puisse avoir de tels propos contre une décision d'un peuple souverain. C'est de l'insulte à tout un peuple. Il faut faire attention. Il est dans le cadre de sa profession. Dans le cadre de sa profession, il est allé au-delà de sa profession. Sa profession est régulée. Il y a des limites dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'un État souverain a pris une position, il revient aux États pairs d'en discuter avec cet État souverain. Ce n'est pas un individu. Je dis bien, ce n'est pas un individu. Et donc, M. Abbas devrait demander des excuses publiques au peuple centrafricain. On y revient. Voilà. Donc, pour chuter, je voulais simplement dire, M. Bachir, qu'il y a un mélange. Dans l'univers, dans le langage commun, on parle de crypto-monnaie. Oui. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de monnaie numérique. La COBAC et la BAC régulent quoi? Ils régulent la monnaie fiduciaire. Oui. Les accords signés entre les États sur les questions de monnaie, il y a 60 ans, parlaient de monnaie fiduciaire. Il y a 60 ans, personne ne parlait de monnaie numérique. Et donc, aujourd'hui, on ne saurait faire un procès. On ne saurait faire un procès. Lorsque ce communiqué demande, interdit les organismes, les sociétés, les établissements de finances de changer de la crypto-monnaie. Est-ce que la RCA a décidé de créer une banque numérique? Vous voyez encore qu'ici, la limite de l'intelligence de ceux-là qui prétendent gouverner nos institutions. La RCA a simplement mis sur pied un cadre légal pour anticiper sur les évolutions du temps économique, des économies modernes et futures. On nous fait un procès. Bon, maintenant, la RCA décide de lancer Sangocoin. Vous allez entendre le débat. Tout le monde a commencé à dire, Touadéra veut sortir du CFA, tout le monde parle du CFA, on fait une confusion. Le CFA est une monnaie fiduciaire. Et Touadéra, est-ce qu'il veut sortir du CFA en un mot? Est-ce que le CFA est une propriété centrafricaine? Le CFA est une monnaie française que nous utilisons. Très bien. Et donc, cette monnaie française, nous continuons de l'utiliser. Depuis un mois que la loi est sortie, est-ce qu'on n'utilise pas le CFA en Centrafrique? Mais où est donc le problème? Pourquoi les gens veulent créer ce bicéphalisme? Il n'y a pas de conflit. Le CFA est une monnaie fiduciaire et le Sangocoin sera un outil, je dis bien un outil de développement des investissements. Merci de faire cette précision, Jules Diawé. Jonathan Batengene, je vous ai vu écouter Jules Diawé très attentivement. Alors, vous semblez d'accord sur tout ce qu'il a pu dire jusqu'ici? Sur une monnaie digitale, et la BEAC n'avait pas à légiférer sur la monnaie digitale, je crois que la fois dernière. On en a parlé tout à fait sur ce plateau. On ne peut pas reprocher à la Centrafrique d'avoir anticipé sur les changements. La BEAC a accusé un retard sur le plan normatif et puis la BEAC se fait rattraper par ce retard. Bon, maintenant, il y a le Sangocoin qui c'est un tout autre débat, oui. Si jamais le Sangocoin est adopté. Parce que s'il faut prendre pour référentiel l'INAIRA, oui. L'INAIRA n'est pas une monnaie comme le Bitcoin. C'est différent. L'INAIRA est adossé sur la convertibilité du Naira. C'est-à-dire que l'INAIRA fonctionne avec le Naira. Oui. C'est dans une cohérence de le Naira qui est une propriété du Nigeria. D'ailleurs, on appelle cela les monnaies digitales de banque centrale. C'est un concept qui est tout à fait consacré. Et dans ce cadre-là, depuis 2016, la Banque centrale européenne émet une monnaie digitale. Les Asiatiques sont sur un projet de monnaie digitale bientôt qui sera mis à la disposition du public et on aura peut-être des souscripteurs parce que le principe de la confiance, comme disait Gamal, c'est un principe de souscription. Plus il y a de souscripteurs, plus la monnaie gagne en valeur. Donc ça montre qu'on lui fait confiance. Mais ici, avec les monnaies qui sont adossées sur les monnaies fiduciaires, comme disait Jules Diawé,
les monnaies qui sont adossées sur les monnaies fiduciaires ont plutôt le même mécanisme que la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'adhésion, ce n'est pas les souscriptions qui confortent sa valeur, c'est plutôt le mécanisme par lequel la banque centrale définit la convertibilité et puis sur lequel adosse la valeur de sa monnaie que l'on peut évaluer, soit surévaluer ou dévaluer la monnaie. Donc, c'est plutôt différent. Maintenant, est-ce que le Sango Coin, c'est la grande question qui peut être posée, est-ce que le Sango Coin sera adossé sur le mécanisme de la monnaie réelle, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, le franc CFA, ou bien est-ce que le Sango Coin sera une sorte de monnaie digitale adossée sur le Bitcoin? C'est peut-être la question qui va se poser, parce que s'il y a un exemple en Afrique centrale qui existe, il y a le fameux Simcoin. Oui. Alors, le temps de retourner vers Luc, et Jules dit, je vais répondre. Vous pouvez répondre en 30 secondes et on remet la parole à Jonathan. La loi a été claire. La loi a été claire. On reconnaît le Bitcoin comme monnaie légale. On reconnaît, la RCA reconnaît le Bitcoin comme monnaie numérique officielle. Le Bitcoin est adossé à quoi? La convertibilité. Le dollar. Voilà, aussi simple. Très bien. Donc, la réponse, elle est là, elle est contenue dans la loi. Très bien. Donc, il n'y a pas à épiloguer dessus. Mais maintenant, il faut comprendre la suite du mécanisme. Aujourd'hui, hier, un communiqué a été signé par le chef de l'État. Ce communiqué, depuis hier, a mis en déroute tous ceux qui spéculaient sur la loi qui a été votée il y a un mois. Plutôt que de spéculer, les gens doivent se rapprocher des autorités centrafricaines et chercher à comprendre où va la RCA dans sa démarche. La RCA n'est pas dans une démarche de se battre contre le CFA, qui est une monnaie qui existe déjà. Tout à fait. À ce niveau, je suis tout à fait d'accord. Il faut que ce soit clair. La RCA aujourd'hui est dans une démarche de mettre en concurrence les mécanismes d'investissement. La communauté crypto-monnaie, la communauté crypto concentre 7 000 milliards de dollars, soit 5 fois ce que le FMI et la Banque mondiale comptent. Et aujourd'hui, notre démarche... Il faut noter que dans tout ça, il n'y a que 1000 gros investisseurs qui contrôlent le Bitcoin. Oui, mais le FMI, c'est 15 États. 15 États. Justement, c'est ça le truc. 15 États. Le FMI, c'est 15 États. 15 États. Le FMI, c'est 15 États. Allons-y, Jonathan, je vais aller vers mais la communauté crypto, c'est 1000 investisseurs. Très bien. C'est vrai. Merci. Voilà. 15 États dont on ne devrait pas faire abstraction des véritables mécanismes. Le FMI, ce n'est pas le FMI en lui-même en tant qu'organisation, c'est le Club de Paris et le Club de Londres. Mais justement, et chaque fois que vous avez... C'est encore des réseaux. Alors, si je quitte un réseau A qui me pose préjudice, pour un réseau B qui m'apporte des solutions, où est le problème? Le problème, c'est que les 1000 investisseurs se retrouvent dans quelques investisseurs qui sont écoutez, dans le club de les économies modernes, les économies modernes vous demandent pas à que le secteur public ne crée plus la richesse. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Et c'est les investisseurs privés. On est d'accord. Et c'est les investisseurs privés. En matière d'amélioration, je comprends, en matière d'amélioration du contexte d'investissement en Centrafrique, c'est un mécanisme qui va faire ses preuves. Mais justement, et c'est ce qui intéresse le peuple aujourd'hui. Mais il y a un élément. Si la Centrafrique multiplie les crypto-monnaies, ça peut poser un autre problème. Parce que vous avez vu, et là, je peux rejoindre la crainte de Luc Michel, les questions de crypto-monnaies, s'ils utilisent uniquement les bitcoins, ça peut encore marcher. Si maintenant ils vont dans le Sango Coin, bon, je ne sais pas comment le Sango Coin sera structuré, mais ça dépend des individus qui vont travailler, Je viens de vous donner un aspect de la loi. Oui. Par contre, au lieu que de multiplier les mécanismes avec les monnaies digitales, le président Touadéra pourrait, parce qu'il est clair que, même si Jules ne va pas le dire comme ça, il est clair qu'il y a une volonté manifeste d'aller vers une monnaie souveraine en Centrafrique. Ne nous prêtez pas des intentions. Ne nous prêtez pas des intentions. En tout cas, Jules Diawé ne l'a pas dit, mais comme vous le dites, nous n'avons pas dit que Jules l'a dit. Nous ne disons pas que Jules le dit. Ça, c'est une analyse. C'est un sujet qui n'est même pas à l'ordre du jour. Je reviens à vous sur le plateau. Je vais du côté de Luc Michel. Alors, Luc, on a écouté les co-panélistes ici et Jules Diawé l'a annoncé. Il y a donc ce Sango Coin qui est en train d'être mis en place. Je viens d'ailleurs de recevoir un document d'une quarantaine de pages qui
explique tout cela. On n'aura pas le temps de le décrypter malheureusement sur ce plateau. On y reviendra pour les prochaines séances. Alors, Luc, qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Ben, écoutez, toutes les difficultés justement de ces mécanismes monétaires et les crypto-monnaies en fait sont une espèce de recherche de nouveaux domaines de développement et d'investissement. Et bien entendu, quand on lit les documents du Songo Coin, on s'aperçoit que la Centrafrique a l'intention de créer et de devenir un hub pour le développement des investissements des crypto-monnaies. C'est ça le pari en fait de Touadéra. C'est pas du tout de lancer une guerre des monnaies ou de s'opposer à la banque centrale de la BEAC qui est entièrement aux mains des Français. Le pari de Touadéra, c'est d'attirer de nouveaux modes d'investissement qui échappent justement aux investisseurs classiques, c'est-à-dire Fonds monétaire international, Banque mondiale, ONU, franc CFA, etc. Mais évidemment, c'est un pari dangereux et l'avenir nous dira ce qu'il en sera. Qui présente le second, on voit que c'est un projet extrêmement bien étudié. Je vous l'ai dit, moi, ce qui m'inquiète simplement, ce ne sont pas les crypto-monnaies elles-mêmes, ce sont les mécanismes de contrôle pour les crypto-monnaies, pour les gens qui les utilisent, etc. Le problème de la crypto-monnaie, ce n'est pas la crypto-monnaie elle-même, c'est le repassage aux monnaies traditionnelles, euros, dollars, etc. Quand vous voulez revendre vos crypto-monnaies, est-ce qu'il existe réellement des possibilités de vendre celles-ci sur le marché et de récupérer de la monnaie fiduciaire? Dans le cas de l'escroquerie pyramidale de la crypto-monnaie OneCoin, qui ne concerne donc pas le Bitcoin, ça a été ça le problème. C'est-à-dire c'était une escroquerie pyramidale. Et lorsque les gens qui étaient au bas de la pyramide ont voulu rentrer dans leur investissement, c'est-à-dire revenir à des euros, plus personne ne voulait leur payer. Il faut donc que l'État centrafricain, parce que c'est lui qui est concerné, soit extrêmement vigilant dans le contrôle de ces monnaies et définisse les capacités de l'État à exercer un contrôle réel. Très bien. Merci Luc. Voilà donc qui est bien clair. Luc Michel qui nous dit que certainement avec le document de Songo Coin, c'est un projet qui a été véritablement bien mûri. La seule inquiétude de Luc revient justement au mécanisme de contrôle, de régulation de ces crypto-monnaies. On retourne vers Gamal Abina. Gamal, est-ce qu'avec le Songo Coin, on peut dire sans risque de se tromper que l'État centrafricain est véritablement en train de se diriger vers la création de sa propre monnaie? Oui, le Songo Coin est une volonté de créer sa propre monnaie, c'est indiscutable. Oui. Il y a aussi la Sanocoin qui est une tentative aussi de créer une monnaie avec, sur un mot qui veut dire or derrière l'origine. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, moi je suis très circonspect. À l'heure où les Russes ont montré la voie, les Russes ont dit, ils ont imposé d'ailleurs dans ce bras de fer contre l'Occident, contre l'OTAN pour être précis, ils ont imposé que leur monnaie soit devenue une devise. Je parle du rouble qui ne valait pas grand-chose, devenue une devise. C'est-à-dire qu'ils ont garanti que l'État russe ait toujours la main sur la monnaie. Et là, on a fait référence avec différents échanges au principe de la monnaie fiduciaire. Alors, la traduction de fiduciaire, ça signifie la monnaie en laquelle on doit ou on peut croire. Or, le Bitcoin, c'est l'archétype même de l'extrémité de la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que vraiment, il faut y croire pour faire confiance en une monnaie numérique dont on ne sait même pas qui est l'auteur de cette création. C'est un agent Nakamoto, on ne sait pas qui il est, il a disparu d'ailleurs au bout de 2 ans, dont on sait qu'il n'y a pas de sous-jacent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de support pour confirmer que cette monnaie a une valeur. C'est une monnaie qui finalement a une valeur que si on veut y croire, et surtout dont on sait qu'il y a des amplitudes délirantes qui font que la cotation de cette monnaie est impossible à définir. Eh bien, je suis très circonspect. Le Songo Coin est une tentative intéressante d'un État, et là, c'est pas mal que l'État mette la main dessus, pour faire que cette monnaie devienne une monnaie sérieuse. Mais par contre, et c'est bien, c'est le premier à l'avoir envisagé en Afrique, ça a déjà été le cas au Salvador, mais par contre, il faut faire très attention, parce que je sais qu'il y a des monnaies qui sont adossées à l'Ethereum, au Bitcoin et d'autres, tout un tas, il y a des milliers maintenant de crypto-monnaies.
auquel on peut ne pas croire. Et c'est vrai que Michel a bien fait de rappeler que moi, je connais un type qui arnaque des gens avec de la crypto-monnaie dont il vante les mérites et la multiplication par 1000, alors qu'en vérité, pour récupérer son seul investissement, son seul capital, si vous mettez 1000 euros dessus, c'est la croix et la bannière parce qu'évidemment, il n'y a pas de négociant dessus. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je ne crois pas au marché qui s'autorégule. Je ne suis pas du tout, de ce point de vue-là, un ultralibéral. Je déteste l'ultralibéralisme. Je ne crois pas qu'il y ait des petits anges, même très intelligents, et Touadéra est un homme très intelligent, discutablement, qui soient capables de générer cette bête immonde qu'on appelle la spéculation financière. Je rappelle que le pays le plus civilisé au monde, qui était l'Allemagne dans les années 20, avec le plus haut niveau d'études dans le monde, c'était le peuple le plus éduqué, est tombé dans l'hyperinflation. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la monnaie allemande ne valait plus rien. Il fallait on se souvient de ces charrettes de billets pour acheter une miche de pain. Eh bien, je me méfie des crypto-monnaies de ce point de vue-là, parce que si vous partez du principe que vous avez confiance en une monnaie qui n'est pas régulée par un État, dont on ne sait pas qui l'a émise, dont on ne sait pas jusqu'où elle peut monter ou descendre, puisqu'il n'y a pas de limite à la hausse jusqu'à la baisse, et dont on sait qu'à chaque fois qu'elle monte très haut, c'est quand il y a une crise, comme l'histoire de la crise récente du Covid, où ça fait monter les crypto-monnaies dans les proportions jusqu'à 65 000 $, et puis après ça s'est effondré, eh bien quand vous avez une monnaie aussi spéculative, c'est dangereux. Par contre, si M. Touadéra a l'intelligence de réguler, alors je parle de réguler, de donner un cadre légal, un cadre strict, et qu'il adosse sa monnaie à un sous-jacent qui soit réel, à savoir un sous-jacent non pas seulement monétaire, mais surtout un sous-jacent sur la base des richesses qui sont créées par le pays, de l'argent qui est généré, du travail qui est généré, d'unités de compte qu'on peut comptabiliser en termes de richesses réelles, non pas spéculatives comme le dollar aussi d'ailleurs, bien là, il y a peut-être une chance d'y arriver. Par contre, je salue effectivement l'initiative de la création, parce que finalement, cette crypto-monnaie aura sans doute une réalité de terrain, il n'y aura pas que d'électronique, la volonté de créer une monnaie nationale, peut-être africaine, c'est l'ambition de M. Touadéra, de montrer qu'on est en mesure de pouvoir se détacher de la fausse monnaie qu'est le franc CFA, qui ne vaut rien, je veux dire, 1 million de francs CFA, c'est 1 500 €, c'est vous dire un peu le niveau. Eh bien, s'il est capable de cadrer cette crypto-monnaie, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage, comme le font très bien les Russes, les Chinois et d'autres pays un peu plus civilisés qui ne sont pas tombés dans l'ultralibéralisme et le marché libre total, eh bien, il y a une possibilité qu'effectivement le pays puisse commencer à reprendre son avenir en main, parce que je le dis et le répète régulièrement dans vos émissions d'ailleurs, lorsqu'un pays veut être souverain, il se doit absolument d'avoir le maîtrise d'abord de sa sécurité militaire évidemment, mais sa sécurité économique et donc la monnaie. La monnaie est un facteur très important de développement et de croissance, parce que la monnaie garantit, si elle est maîtrisée, si elle n'est pas trop chère et pas trop basse, que vous puissiez exporter beaucoup de produits pas trop, très concurrentiels, et en même temps que vous ne soyez pas assassiné par l'importation, par exemple, de besoins énergétiques ou autres, ou de produits manufacturés, à des prix exorbitants. Donc la monnaie est quelque chose d'important, mais les crypto-monnaies, qui sont des monnaies, encore une fois, j'ai vraiment, ça fait 10 ans que je connais la crypto-monnaie, je n'ai jamais eu confiance en ce support qui n'existe pas, parce que, comme je l'ai déjà dit, le jour où la bulle spéculative, et on est en plein dedans actuellement de la crypto-monnaie, le Bitcoin pour être précis, va éclater, ce jour-là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On se souvient à l'époque, il y a eu beaucoup comme ça de spéculation. On se rappelle, si vous vous intéressez un peu au marché financier, la bulle Internet. Donc, on parlait beaucoup d'enrichissement instantané, des milliards qui étaient injectés dans des sociétés qui n'étaient même pas rentables et qui ne garantissaient aucun retour sur investissement. Quand la bulle a éclaté, ça a été l'effondrement des marchés occidentaux et on a vu que des gens se sont ruinés à millions. Donc, il faut être très vigilant parce que là, ça engage un État. Monsieur Touadéra est sans doute un homme très intelligent, un docteur, je l'imagine, sans doute un visionnaire qui veut protéger sa population, mais il y a eu beaucoup d'hommes très intelligents qui, malgré tout, ont commis des fautes économiques considérables ou des erreurs, ça arrive aussi, et qui ont ruiné leur pays. Ça arrive aussi parce que le marché, la bête immonde qui est l'ultralibéralisme, elle, lorsqu'elle vous tombe dessus, ne vous fait pas de cadeaux. Tout ce qui n'est pas régulé donne la place à la barbarie et à la sauvagerie économique. Donc, il faut faire très attention avec ces questions. Je crois plus à la monnaie, à la crypto nationale créée par le président, s'il est capable de la tenir, de la réguler, de la contrôler, plutôt que de s'intéresser au Bitcoin, qui est une monnaie extrêmement dangereuse. Gamal qui croit plus à cette crypto nationale parce qu'il pourra, l'État pourra réguler cette monnaie. Eh bien, monsieur, on a une dizaine de minutes. On ne voit pas le temps passer comme j'ai l'habitude de le dire. Le temps, pourquoi pas, de prendre 2 ou 3 appelants qui sont déjà en place. Ken essaye de nous joindre depuis. Lamine Diop également. Je vois Jean Sacponou des États-Unis. Alors, on va commencer par Ken. Bonsoir, Ken. Bonsoir à la galaxie panafricaine, frère Bachir et ses braves invités. Merci pour ce débat. La volonté pour certains dirigeants africains d'apporter à leur pays l'émergence, l'essor et la prospérité dans une émancipation totale de leur pays
du néocolonialisme et sa souveraineté effective est un sentiment louable. Mais compte tenu du prisme d'une Afrique désunie sur lequel le néocolon surfe depuis toujours pour manœuvrer à volonté le fonctionnement du continent noir, les populations africaines aimeraient que leurs dirigeants songent enfin à agir main dans la main pour offrir à une Afrique vue comme État-continent ses propres instruments de souveraineté, légaux, forts et optimaux, à l'instar d'une monnaie africaine, d'une armée africaine, d'une langue continentale africaine et d'un unique gouvernement africain, entre autres. Voilà, je m'arrête ici. Je vous rends le micro et je reste à l'écoute pour la suite. Merci. Merci, très cher Eken, depuis le Cameroun. On quitte le Cameroun pour Genève. C'est Lamine Diop qui nous appelle de ce côté-là. Bonsoir, Lamine. Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de Foyon ainsi que votre régie technique. Bonsoir à l'ensemble des panélistes participants à ces thématiques. Finalement, on y revient sur cette stratégie crypto-monétaire à propos de la Centrafrique de nouveau. Écoutez, mon cher Bachir, s'il s'agit de la stratégie engagée et assumée de Bangui à propos de la crypto-monnaie, c'est non, selon moi. Parce qu'il y a une règle d'or en investissement boursier, c'est-à-dire, en général, il est fortement déconseillé d'investir dans une valorisation contrôlée par des investisseurs dominateurs, c'est-à-dire un mini-petit groupe qui détient la majorité d'une valorisation boursière, car le respect de cette règle peut vous aider à contrer la volatilité du marché boursier concerné. Or, le Bitcoin reste une valeur virtuelle décentralisée dont au moins 0,5% des détenteurs contrôlent 27% de la monnaie en circulation selon une étude tout simplement publiée sur Wall Street Journal en 2021. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'investissement grosso modo? Il est fort probable que ces crypto-investisseurs, dont les ennemis de la Centrafrique, la France et ses maîtres, certainement se connaissent et communiquent entre eux, afin d'influencer le cours du Bitcoin grâce à des opérations concertées. D'ailleurs, 16 230 milliards de dollars se sont envolés de la sphère crypto en 7 jours à la suite du crash à 45 milliards de dollars d'une banque d'actifs numériques associée à la blockchain Terra avec la crypto-monnaie Luna qui lui est associée, jetant ainsi un voile sombre sur l'écosystème des crypto-monnaies. Juste pour vous donner des sueurs froides à propos de la blockchain Terra, début avril, Luna était valorisée à 41 milliards de dollars. Le vendredi 6 mai, cette valorisation était tombée à 27 milliards. Et le 12 mai, à moins de 300 millions de dollars. Voilà la volatilité toxique du Bitcoin. Ensuite, s'il s'agit de l'importance de cette volonté à tourner le dos au CFA et bypasser les trésors publics français, voire ses annexes tributaires pour lancer de pareils projets d'infrastructure, c'est une surprise à effet immédiat. Car il ne faut pas que cela ruine ou handicape plus la Centrafrique. Oui, c'est une surprise selon moi. C'est une surprise parce qu'on sait bien que depuis des mois a fortiori, la collaboration Bangui-Moscou rend hystérique Paris. Et d'ailleurs, chaque jour qui passe, l'État central français et ses annexes tributaires se contorsionnent à ramener Touadéra dans le précaré français de nouveau, ou au cas contraire, les manœuvres françaises succèdent aux manœuvres françaises, et que le brouillard français sur Bangui ne fait que s'épaissir, ceci afin de bloquer financièrement, monétairement ou économiquement Bangui dans cet aspect. Donc, la question se posait pour Bangui de trouver certes une alternative. C'est donc visiblement un résultat qui est net. Ce qui est intéressant, c'est... Voilà, merci à Lamine pour la contribution. Le temps nous tient à la gorge. On va aller vers Delphin qui nous appelle depuis Gitega avant de refermer le standard avec Jean Sacpono. Delphin, bonsoir cher ami. Comme ça de façon générale. Premièrement, j'aimerais adresser une question à notre frère Jules Jaoué. Oui. J'aimerais qu'il nous dise véritablement où l'on peut trouver pour mieux en prendre note ce projet de loi, parce que c'est vrai que pour ma part, je partage les mêmes craintes que nos amis Luc Michel et Gamal Abina, et aussi en partie Batengene. Il a pu exprimer ses inquiétudes, dans la mesure où effectivement il n'existe pas de véritable contrôle sur ces monnaies ou crypto-monnaies, bref, tout ce qui n'est pas monnaie traditionnelle. Et moi, à partir de là, bon, même si le discours officiel n'est pas
j'allais dire, d'aller frontalement contre le neige géopolitique. Nous savons tous, entre panafricanistes, qu'à terme, nous avons pour objectif de briser le contrôle qu'exerce ce neige géopolitique sur l'ensemble de la zone CFA. Donc, à partir de là, je salue la démarche du président Touadéra de vouloir, j'allais dire, desserrer les taux économiques autour de son pays. Mais au-delà, je me demande vraiment, parce que si on prend l'exemple, par exemple, de ce qui se passe en Russie, évidemment, la Russie et la Centrafrique n'ont pas les mêmes dimensions, ni la même situation géopolitique. Néanmoins, M. Vladimir Poutine nous a démontré qu'un retour traditionnel à l'économie, j'allais dire authentique, est possible. Nous devons travailler à ce que nos monnaies, quelle que soit leur forme, soient adossées sur nos matières premières, exactement comme les autorités russes ont adossé leur rouble sur le gaz russe, sur l'ensemble du sous-sol de Sibérie. Donc ce sera un dossier extrêmement sensible à suivre, et à partir de là, je ne puis que souhaiter une bonne continuation à l'ensemble des autorités centrafricaines. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole à d'autres. For You Media, en avant. Très rapidement, merci Adelphin. Eh bien, on prend le dernier appelant, c'est Jean Sacponou. On va essayer avec, de donner, pourquoi pas, 1 minute à Jean. Jean, bonsoir. Jean Sacponou, bonsoir. Allô, Jean? Allô, bonjour Bachir, bonjour à tes invités et bonjour aux techniciens. Bonjour For You Media. Oui, le sujet d'aujourd'hui est aussi capital. Vous voyez, la Centrafrique est sur un bon chemin que nous devons encourager parce que il faut tout faire pour sortir de ce cercle vicieux créé par la France avec ces groupes français qui ont la main mise sur le franc CFA. C'est un cercle vicieux. Et que, alors si la Centrafrique aujourd'hui essaie de contourner en tenant compte de la nouvelle technologie qui apparaît, mais c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Parce que, Bachir, regardez, depuis 1963, Sénébalé Sérampio, le premier président démocratiquement élu du Togo, a été assassiné parce qu'il voulait créer sa monnaie. Parce que lui croyait que l'indépendance veut dire effectivement il faut être capable. En tant qu'économiste, il était économiste, il savait comment manipuler. Donc, il faut être capable de pouvoir manipuler son propre destin avec son intelligence. Voilà. Et on l'a assassiné. À cause de ça. Et vous voyez ce qui a suivi à cause du franc CFA. Hein? Très bien compris, Jean Serpono. Le choix de la RCA de contourner ce franc CFA à travers le Sango Coin, le Bitcoin, en tout cas les monnaies, les crypto-monnaies, ce ne serait que la bienvenue. Jules Diawé, on n'a plus que 2 minutes. Je voudrais vous laisser donc ces 2 minutes avec la bénédiction de tous les autres co-panélistes. Jules. Oui, mais Bachir, tout le monde revient sur la question du CFA. Oui. Moi, je pense que le débat n'est pas sur le CFA. Je vous dis, le président Touadéra travaille sur le projet crypto depuis des années. C'est un mathématicien. Quand on parle de blockchain, c'est une question de données numériques et de calcul. Donc vous comprenez qu'il est dans son domaine de définition. Oui. Et ça n'a rien à voir avec le CFA. La décision du président Touadéra de lancer cette monnaie numérique émane de sa volonté réelle à stimuler les investissements. Vous savez, la communauté crypto concentre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et vous avez des investisseurs au niveau de cette communauté à qui nous voulons offrir
des services en Centrafrique, des produits, des matières premières. Voilà, c'est tout. C'est une démarche purement économique, essentiellement basée sur une vision de promotion des investissements en RCA. Vous avez un mécanisme aujourd'hui qui existe, qui est celui de la BAD, le mécanisme traditionnel de la BAD, FMI, Banque mondiale et autres, qui aujourd'hui apportent leurs limites face à des pays fragiles comme la RCA. Des pays fragiles, voilà un pays qui depuis 5 ans, le FMI vous dit c'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs élèves de la sous-région. Mais le FMI n'arrive pas à mettre ce qu'il faut sur la table pour permettre à ce pays de sortir de l'ornière. Donc, le FMI vous dit à gauche, c'est le meilleur élève parce qu'ils ont gravi toutes les revues, mais en même temps, le FMI vous dit, nous n'arrivons pas, il faut attendre, mais il y a des besoins pressants. Les Centrafricains ont besoin de routes, par exemple. Plutôt que de continuer à attendre, on attend toujours. On a des accords avec ces pays, on attend. Mais si ça tarde à arriver, il y a une autre communauté économique, une autre communauté des investisseurs qui se trouve dans la crypto, que nous irons aussi chercher pour venir donner, accompagner ce travail que les autres institutions traditionnelles essaient de faire aux côtés de la République centrafricaine. C'est tout. Il n'y a pas de conflit, un quelconque conflit que ce soit. Nos partenaires traditionnels restent avec nous, FMI, Banque mondiale et autres, et BAD, mais dans le secteur privé, nous allons chercher ailleurs. Et vous savez que le mécanisme, le principe du Bitcoin, des cryptos, c'est du one-to-one. Donc c'est de personne à personne. Là, nous sommes purement dans le secteur privé. Et vous savez, ce n'est pas nous qui le disons. Tous les rapports du FMI et la Banque mondiale sont clairs. C'est le secteur privé qui crée la richesse. L'État-providence, c'est fini. L'État-providence, c'est fini. Quand on laisse le secteur privé se développer. Et donc, le président Touadéra est en train de donner un outil au secteur privé d'accompagner le développement centrafricain de la RCA. Merci, Jules Diaoué. Merci infiniment. Alors, il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient aussi sur le site officiel. J'oublie souvent de le signaler. www.foyoutelevision.com. Vous allez là-bas, vous nous suivez aussi en live. Merci en tout cas, Jonathan Matengene, merci. Certainement demain pour une nouvelle édition. Merci à Luc Michel, à Gamal Abina qui nous ont consacré de leur temps pour nous aider à produire cette autre édition du Point sur l'actualité. Nos programmes se poursuivent sur Foyo Télévision. Bonsoir. Un sol riche qui porte des fruits. Une population rurale, dynamique et entreprenante. Un potentiel de production agricole considérable à développer et orienter vers la qualité. D'où la nécessité d'encourager le développement de la production locale sur l'ensemble du territoire national. C'est